Ils refont la France sur RTL. Buenos días. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Comme chaque vendredi soir, retour sur l'actualité de la semaine avec des correspondants de la presse étrangère. C'est un peu la France dans vos yeux, les amis. Et ce soir... Hallo, ich bin Birgit Holzer, deutsche Journalistin in Paris. I'm John Henley from The Guardian. Good evening. Buonasera, sono Alberto Toscano, giornalista italiano. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista español. Doble J. Doble J. Elsa Melia, Avec Anaïs Bouton. Et à la une ce soir, le meurtre atroce de la petite Lola qui devient une affaire politique. Le couple de l'exécutif qui décroche dans les sondages. Le couple franco-allemand, Birgit, au bord de la crise de nerfs. Je ne sais pas ce qu'il nous prend, ça va pas du tout. Et puis le ballon d'or de Benzema. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Une émotion presque palpable a saisi tout le pays. Le calvaire de Lola, retrouvée morte dans une malle en plastique vendredi dernier, est aussi devenu une affaire politique. La suspecte de ce crime odieux avait reçu en août dernier l'ordre de quitter le territoire sous 30 jours. Une partie de la droite et de l'extrême droite érige alors le meurtre de Lola en symbole de l'échec de la politique migratoire en France. Écoutez la passe d'armes entre Marine Le Pen et Éric Dupond-Moretti mardi dernier à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Alors, il y a eu aussi hier la minute de silence du Rassemblement national et la manifestation à l'appel des proches d'Éric Zemmour. Alberto Toscano, je commence par vous. Vous êtes scandalisé. Vous trouvez que c'est une récupération politique ? Oui, il y a de la récupération politique sans doute, mais ça fait partie d'une polémique qui en France aujourd'hui est extrêmement forte et tendue entre majorité et opposition. Avec l'opposition de droite, la polémique est sur d'autres sujets. Avec l'opposition de gauche, la polémique est sur d'autres sujets. Avec l'opposition de droite, visiblement, elle se cristallise sur ce sujet dramatique sur lequel, effectivement, on serait bien inspiré d'éviter certaines polémiques si dures et parfois si inutile peut-être. En août 2020, Giorgia Meloni, qui vient d'être intronisée, votre première ministre, avait tweeté sur son compte Twitter la vidéo d'un viol, celui d'une Ukrainienne par un demandeur d'asile, en disant « Je prends cette femme dans mes bras et je ferai tout pour rétablir la sécurité des villes ». Donc c'est une façon pour la droite et l'extrême droite, de toute façon dans tous les pays, de figurer son opposition ? Sans aucun doute, mais je dois rajouter à ce que vous dites, et que ça c'était avant. C'était Giorgia Meloni avant qu'elle devienne chef du gouvernement. Et vous pensez que ça a participé à son élection ? Je pense que ça l'a aidé, évidemment, sur le plan électoral, mais qu'aujourd'hui, qu'elle est nommée depuis quelques minutes chef du gouvernement italien, elle va, je pense, changer de registre et assumer une attitude différente. Vous savez, être au pouvoir fait parfois des miracles et provoque des métamorphoses. Et je crois qu'elle sera obligée de montrer plus de pragmatisme et moins de radicalisme si elle veut rester à sa place de chef du gouvernement italien. Pour vous, Juan José, c'est vraiment une récupération dégoûtante ou ça a du sens ? Alors, c'est une récupération dégoûtante et ça a du sens parce que ce sont des hommes politiques. Alors, la France n'est pas seule dans cette récupération. Ça se passe, je pense, dans tous les pays. Dans les cas espagnols, c'est une réalité quotidienne au Parlement espagnol. C'est-à-dire que vous avez l'opposition qui récupère les agressions dans n'importe quelle ville en indiquant c'est un immigré qui a commis cette agression et qui est en situation irrégulière. C'est en attaquant les jeunes mineurs isolés parce que ils ont volé un sac quelque part. Donc c'est une récupération constante en Espagne de la part de la droite et de l'extrême droite espagnole. Donc la France n'est pas seule dans cette
bataille dans cette récupération sur le propre des hommes politiques et malheureusement des pays, la plupart des pays européens. Après, effectivement, c'est à nous, les citoyens, de faire la part des choses et savoir ce qui revient aux faits divers, aux drames de la vie quotidienne et ce qui revient effectivement au fait qu'une politique a été peut-être mal appliquée. Alors justement, fait divers ou un fait de société qui soulève des vraies questions. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et puis après à vous, John. Notre réponse, c'est la République. C'est la République. Nous devons évidemment faire mieux et nous travaillons d'arrache-pied. Le ministre de l'Intérieur le disait encore ce matin, pour que nous puissions faire en sorte que les OQTF soient suivis des faits. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 12,6% des OQTF pour les étrangers en situation irrégulière ont été réalisés en France en 2019, 33% en moyenne dans l'UE. Donc il y a un problème peut-être en France quand même. Il y a absolument un problème. Et je pense que effectivement, je pense qu'il y a une question légitime sur l'application des OQTF. Par contre, et je pense que et sur l'immigration plus généralement, et je pense que l'incapacité surtout de la gauche d'accepter ce débat et de mener, de s'adresser à ce débat a bien contribué au problème actuel. Mais je pense que cela dit, toute tentative de poser cette question en lien avec un fait spécifique, c'est bien sûr de la récupération. Moi, je veux dire, le problème, c'est que ces faits divers deviennent des faits politiques et on part très très vite, très loin du cas et du drame et de la tragédie de cette fille et de cette famille. C'est-à-dire que la droite, l'extrême et l'extrême droite commencent tout de suite à parler d'immigration et d'insécurité, donc dans des termes très très vastes. Ensuite, cette récupération est, si vous voulez, elle-même récupérée par la gauche et la majorité qui commence très vite à parler de racisme et de xénophobie. Donc tout le monde s'en sert du cas de cette petite fille pour pousser leurs propres arguments. Et moi, idéalement, je ne sais pas si c'est possible, mais idéalement, moi j'aimerais bien voir une sorte de loi de délai de décence pour un délai de décence évoquer légal. Ce genre de cas, pour s'en servir de ce genre de cas pour avancer des arguments plus généraux. Birgit, on se souvient qu'en Allemagne, il y avait eu la nuit des viols aussi à Cologne, qui avait beaucoup frappé l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'instauration d'un délai de décence légale ? Oui, je pense que c'est grave quand il faut vraiment parler de loi, parce que les politiques n'ont pas la décence par eux-mêmes, en fait. Je pense que c'est effectivement pas une surprise que l'extrême droite, aussi une partie de la droite, s'en saisissent pour exister, en fait, pour être entendu. Éric Zemmour, aujourd'hui, il n'a pas de mandat, mais il a réussi d'une certaine manière, et c'est d'autant plus grave, à mon avis. Et effectivement, en Allemagne, on a les mêmes réflexes, je dirais presque. Il y a aussi... Il n'y a pas de débat serein avec la gauche, la droite. Vous avez une tradition qui est plus le compromis. Il n'y a pas une façon plus anglo-saxonne d'envisager les choses, je dirais. Oui, c'est sûr. Après, on a aussi une extrême droite qui rapidement fait le lien entre criminalité et immigration. Et c'est très, très facile, d'une certaine manière. Mais effectivement, et la droite, je dirais, plus modérée, elle va faire beaucoup plus attention à tout mélanger, d'une certaine manière. Après, en Allemagne, on a eu ce débat, notamment après l'attentat contre le marché de Noël à Berlin, en 2016, parce que le terroriste était un Tunisien qui aurait jamais dû être en Allemagne, qui, parce qu'il a donné un mauvais nom, a pu passer les frontières, et on n'a pas réussi à l'attraper et à éviter ce drame. Donc c'est très difficile, en fait, de faire la part des choses, d'une certaine manière. D'un côté, un drame absolu, et de l'autre côté, les conséquences politiques. Merci beaucoup. Une pause et dans un instant, le président et la première ministre qui dégringolent dans les sondages. A tout de suite sur RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL.
Et avec nous ce soir, Birgit Holzer pour la presse régionale allemande, Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris, et John Henley du Guardian, monsieur. Oui. La cifra della settimana. Le chiffre de la semaine. La cifra della settimana, c'est moins 7%, la chute de la cote de popularité du président Macron, selon le baromètre politique BVA pour RTL Orange. 36% des Français seulement ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Quant à la première ministre, elle dévie celle de 10 points. Une rentrée tendue donc pour l'exécutif sur fond d'inflation, de crise énergétique, de blocage des raffineries et de 49.3. Bref, comment vous expliquez cette perte de confiance, même si la réponse est dans ma question, John? Écoutez, j'hésite en tant que citoyen britannique de donner des leçons à qui que ce soit sur la politique du moment. Ça va aussi pour un citoyen italien. Non, mais alors si on va par là, moi aussi, on va tous se coucher. Mais nous, on a une première ministre sortante qui restera première ministre pour encore une semaine, qui est à, je pense, la dernière fois que j'ai regardé, 9% dans les sondages. Vous avez les revenus d'un ménage moyen au UK qui est inférieur de 20% à la France ou à l'Allemagne. Et selon le sondage de Which, le UFC Que Choisir anglais publié ce jeudi, l'inflation pousse la moitié des Britanniques à réduire le nombre de leurs repas. C'est ça que vous vouliez nous dire. 10 millions d'adultes en Grande-Bretagne qui sautent régulièrement un repas. On est dans un état grave, dans une crise grave économique et aussi politique. Mais bon, pour revenir à la question, c'est normal. Je pense c'est deuxième mandat, c'est tout un continent qui est face au même problème. On a évoqué ces questions déjà ici, mais bon, la France, par rapport à pas mal d'autres pays en Europe, protège assez bien ses citoyens, mais ça reste très inquiétant et ça reste une situation. Les gens, ils peut-être pas peur, mais ils sont inquiets pour l'avenir. L'inflation augmente, il y a la crise énergétique, il y a de l'angoisse. Alberto, l'inflation. Vous êtes d'accord avec John? Oui. Tout à fait. L'inflation augmente, mais en France, elle augmente moins que dans les autres pays européens. Donc la situation française n'est pas si mauvaise que ça. Le problème est qu'en France, il y a un réflexe sur lequel la CGT joue beaucoup. Je rajoute, à mon avis, aussi pour des raisons politiques. Et ce réflexe est de se révolter, de protester, de descendre dans la rue, de faire des grèves. Et donc, évidemment, la conséquence de tout ça est que ce gouvernement et ce président de la République, qui sont en difficulté, parce qu'ils ont fait des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir, et ils perdent dans les sondages. C'est parfaitement logique et je trouve que John a parfaitement raison. Juan José, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Alberto? Grosso modo, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a d'autres chiffres qui me parlent beaucoup plus. Quand vous voyez que 86% de Français disent qu'ils n'est pas plus à l'écoute que lors du premier mandat, vous avez à vous poser des questions. 86% des Français pensent qu'il n'est pas plus à l'écoute. Et quand vous voyez que pratiquement 60% des Français disent qu'il ne sait pas où il va, lors du deuxième mandat, on peut se poser des questions. Alors d'accord, il y a la guerre, d'accord, il y a l'inflation, mais la crise énergétique, mais le conflit des carburants qu'on connaît ces dernières semaines, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas prévu. Et donc tout ça, forcément, ça leur coûte. Donc, il y a des chiffres dans ce sondage qui parlent beaucoup plus, en fait, et qui expliquent peut-être mieux que uniquement le fait d'être en crise énergétique ou en inflation supérieure à la normale. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose de... Je suis sur le principe d'accord, mais en fait, une confiance de 36% me paraît même pas si mal que ça. Je me souviens, dans la crise actuelle que traverse l'Europe, vous voulez dire? Oui, non, mais j'étais là quand il y avait François Hollande qui était déjà détesté, Nicolas Sarkozy qui était détesté. Donc, Alberto a parlé d'un réflexe. Je pense qu'il y a aussi le réflexe de détester un peu son président, mais aussi de le rendre responsable pour tout. Par exemple, cette inflation qui
John l'a dit, elle est beaucoup plus forte dans la plupart des autres pays. Donc il y a un certain 10 en Allemagne, 8,9 en Italie et en Espagne. La moyenne est 10. 10 dans l'Union européenne. Et en France, c'est 6,2. Voilà. Et 6 en France. En Bretagne, on a déjà dépassé les 10 et on s'achemine selon au moins une banque d'affaires à 22% l'année prochaine. Oh là là. Bon. Allez, une pause et dans un instant, Birgit, un autre couple qui a des problèmes. C'est le couple franco-allemand, Birgit. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Chaque jour, le réseau Century 21 et ses 950 agences immobilières vous offrent votre taxe foncière. Aujourd'hui, le gagnant est Monsieur Jacques Armingaud, qui a joué dans son agence Century 21, l'agence Occitane, à Villefranche-de-Lauragais. Vous aussi tentez votre chance dans votre agence Century 21. Règlements et conditions en agence et sur century21.fr. Salut, c'est Chris du Gulli Tour. Du 22 octobre au 6 novembre, la célèbre tournée de Gulli est de retour à Vélizy, Lieusaint, Dijon, Lyon et Rosny-sous-Bois. Retrouvez les héros préférés des enfants avec des animations inoubliables. Je vous attends pour danser et faire la fête en famille. De 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Jeux, cadeaux et bonne humeur, ça c'est le Gulli Tour. Prochaine date près de chez vous, mardi 1er et mercredi 2 novembre au centre commercial de Confluence. Plus d'infos sur gulli.fr. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Anaïs Bouton, mais surtout Birgit Holzer, Alberto Toscano, Juan José Dorado et John Henley. On part ce soir avec vous, messieurs, dames, d'un couple au bord de la crise de nerfs, le couple franco-allemand, fondamental, moteur de l'Union européenne. Alors les sujets de tension s'accumulent entre Berlin et Paris, au point que les deux capitales européennes ont annulé ou décalé pour vous, John, un conseil des ministres franco-allemands pour le remplacer par un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Petit clin d'œil de Louis de Funès. Comment Sie retrouver mich? Moi, demain soir, auberge de la Capessa Negra. Ein Rendezvous? Das ist eine große Folie. Petite folie. Alors, une petite folie. C'est donc Louis de Funès qui invite la reine dans la folie des grandeurs. Un rendez-vous donc entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron mercredi soir à l'Elysée. Birgit Holzer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les désaccords? Rapidement. Rapidement, ça va être difficile, je crois. Alors, les 3 points, quoi. Oui. Alors, je voulais juste dire, je pense que ça a toujours été compliqué, ces relations. On a beau dire que c'est important, et c'est important et essentiel, on a toujours eu des intérêts divergents. C'est juste, en ce moment, effectivement, au-delà de ces intérêts divergents, il y a aussi une crise de confiance, je pense. En fait, il y a un désaccord sur les prix du gaz, c'est-à-dire achat ou pas au niveau européen pour essayer de faire baisser les prix. Il y a un désaccord sur la défense. Les Allemands ne sont pas dans une logique de l'Europe de la défense. Ils veulent un système antimissile qu'ils vont acheter aux États-Unis ou aux Israéliens, mais pas aux Français. Et puis, il y a un troisième plan, c'est qu'ils font cavalier seul sur le plan de relance de l'ordre de 200 milliards d'euros quand même. C'est un peu ça. Là, j'ai bon ou pas? Oui, alors sur le plan de relance, moi je ne veux pas du tout être porte-parole du gouvernement allemand, mais eux, ils disent c'est un plan de relance un peu à la hauteur de ce qu'ont fait d'autres pays par rapport à leur taille, leur économie, etc. Mais effectivement, je pense ce qui a agacé à Paris, c'est qu'ils ont décidé de ce plan de relance sans se parler, sans s'informer. Et ça, normalement, c'est les bons usages maintenant, d'être proche et de s'informer. Donc effectivement, on se demande à quel niveau il y a ça cloche en fait, et probablement au plus haut niveau. Bouchez vos oreilles, Birgit, mais John, est-ce que vous qui êtes parti, qui avez quitté ce couple, enfin voilà, est-ce que vous pensez que c'est le moment d'entrer en crise entre la guerre en Russie, les problèmes d'énergie C'est toujours dans les périodes difficiles qu'on teste les un couple. problèmes relationnels commencent à se voir.
tard. Non, mais moi je pense qu'il y a un problème ponctuel lié à ces dossiers. Différents dossiers. Il y a aussi un problème de fond qui est que ça a toujours été en fait une sorte de mariage forcé. Ces deux pays qui sont profondément différents. Je pense d'ailleurs que la France a une vision un petit peu différente de l'Allemagne. C'est pas un hasard, je pense que si en France on parle de couple franco-allemand, en Allemagne c'est Partnerschaft ou c'est moteur, c'est beaucoup plus fonctionnel, technique, transactionnel. C'est moins poétique. En France c'est un peu plus romantique. Je pense que les Français sont un peu déçus. Mais oui, je vous dis, c'est l'amoureux et conduit. Oui, et surtout en ce moment, ce qui vraiment pose problème, c'est, je pense, et ça c'est un problème qui est partagé loin au-delà bien au-delà de la France, c'est cette idée que le gouvernement d'Olaf Scholz agit pas toujours en bon européen. Pas dans l'intérêt du bien commun. C'est exactement ce que Birgit disait, c'est cette idée que l'Allemagne n'a même pas, sur ce plan de la relance, même si c'est à la taille de l'économie du pays, etc., ça risque de faire des dégâts, de fausser tout le marché commun de l'énergie, etc. Et les autres capitales n'ont même pas été consultées. J'ai parlé avec un conseiller de l'Élysée cette semaine, qui disait tout simplement, ça ne se fait pas. Ouais. On ne se comporte pas comme ça. Alors, donc, on va demander à nos latins, là, ici présents. Juan José, égoïstes, les Allemands ? Alors, égoïste, oui, forcément, comme tous les pays, mais vous partez du fait que quand on parle des couples franco-allemands, on parle des 50-50. Non. Dans un couple, c'est pas forcément du 50-50, et dans ce couple-là, c'est plutôt du 60 côté allemand et du 40 côté français. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que, démographiquement parlant, l'Allemagne est plus importante. Parce qu'économiquement parlant, l'Allemagne est plus importante. Et le seul point où l'Allemagne n'est pas importante, c'est politiquement. Et c'est vrai que la France, politiquement, est beaucoup plus forte que n'est l'Allemagne. D'ailleurs, il y a tous ces désaccords entre ces deux pays. Vous les avez cités, le bouclier antimissile, l'histoire du prix plafond du gaz. Mais aussi le fait que ces Allemands ont appliqué le plan de relance. Si la France l'avait fait, personne n'aurait peut-être critiqué ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est 200 arrivé... milliards. Ben oui, mais encore une fois, c'est vrai que c'est à la taille du pays, ça je peux le comprendre. Mais ce qui m'inquiète en fait, c'est que la France, aujourd'hui, vendredi, est en train de se fâcher avec les Allemands. Elle va se fâcher forcément avec les Italiens, avec un gouvernement d'extrême droite. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Et elle n'est pas en odeur de sainteté avec les Espagnols à cause du gazoduc MidCat qui voulait les Allemands et les Espagnols, dont la France a dit « niet, je n'en veux pas du tout ». Et donc, la France est en train de se... Vous voulez dire quelque part, quels sont les alliés qu'elle va retrouver ? Mais quelque part, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quels sont les pays qui vont s'allier avec la France ? Parce que quand elle était en froid avec l'Allemagne, elle regardait du côté de l'Italie ou du côté de l'Espagne. Mais là, maintenant, il y a des griefs aussi du côté de l'Italie et du côté de l'Espagne. Oh là là, ça va barder, Alberto. Qu'est-ce que ça veut dire s'allier ? Le problème est qu'on doit s'entendre. Et on doit s'entendre au-delà des idéologies. On doit s'entendre en recherchant des facteurs, des moments d'intérêt commun pour créer une Europe différente. Je crois qu'au-delà du slogan, ça a un sens aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, le problème n'est pas tellement chez l'autre, et un problème toujours chez soi. Chez soi, on a un gouvernement français plus faible qu'avant, comme d'ailleurs vous venez de dire avec les résultats du sondage. On a un gouvernement allemand fragile et fragilisé aussi par sa situation antérieure et ses polémiques antérieures. Donc, il faut s'entendre sur des projets. On s'est entendu sur le projet de la lutte contre le Covid, et là, on doit s'entendre sur le projet de l'énergie, de créer une véritable Europe de l'énergie, de créer une véritable Europe de la défense.
pour ce qui regarde la relation franco-italienne, je maintiens que le gouvernement italien est un gouvernement de droite et d'extrême droite. Mais je crois qu'entre France et Italie, il y a un intérêt aujourd'hui à dialoguer et à s'entendre malgré les différences idéologiques. Alors, s'entendre malgré les différences idéologiques, nous dites-vous, Alberto. Cassandre Janin a cherché pour nous sur les réseaux sociaux des histoires justement de dirigeants qui s'entendent bien. Et vous avez trouvé un truc, vous voulez nous parler d'Angela Merkel, Cassandre. Emmanuel Macron honore Angela Merkel. Merci infiniment, chère Angela. Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. C'était en décembre dernier. Angela Merkel quittait son poste après plus de 15 ans à la tête de l'Allemagne. Et pour se dire au revoir, Emmanuel Macron l'avait invitée au château du Claude Vougeot à Beaune en Bourgogne. Une destination qui n'avait pas été choisie au hasard par le président français puisque la chancelière adore le vin. C'est donc autour de très grands crus que les deux chefs d'État ont assoupli leur relation qui n'a pas toujours été au beau fixe. Comme quoi le vin aide à la diplomatie, à consommer avec modération évidemment. Oui, alors ils ne sont pas les seuls à apprécier les bonnes choses, Cassandre. Silvio Berlusconi a déclaré avoir renoué avec Vladimir Poutine. Vous avez vu cette info ? Oui, il s'échangerait des bouteilles de vodka et de gentillettes. C'est improbable, mais vrai. Philippe Cavrivière et Yves Calvi l'évoquaient ce matin sur RTL. Ça a provoqué un énorme tollé en Italie. Mercredi, Silvio Berlusconi a expliqué avoir, je cite, renoué avec Vladimir Poutine. Mais ils ont renoué grâce à des échanges de bouteilles ? Exactement. Silvio Berlusconi a révélé que le président russe lui a envoyé 20 bouteilles de vodka et une très gentille lettre pour son anniversaire. En retour, le président du Conseil italien lui a offert, je cite toujours, des bouteilles de Lambrusco et une très gentille lettre. Encore une fois, les relations internationales ne tiennent parfois qu'à un verre à Nice. Merci beaucoup, Cassandre. Une pause et dans un instant... Ça, c'est pour... Non, c'est per Alberto Toscano. Si, c'est Andrea Bocelli qui a ouvert la cérémonie du Ballon d'Or avec Turandot. On va parler de Karim Benzema et de son Ballon d'Or. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Il et elle, parce qu'avec nous, on a Birgit Holzer, Alberto Toscano, Juan José Dorado, John Henley. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Bon, le vainqueur du Ballon d'Or, c'est pour toi, Karim Benzema. La liesse de cette salle lundi soir. Alors mérité ce Ballon d'Or, José, vous le connaissez bien, Karim Benzema, vous êtes un supporter du Real vous-même. Non et pas les seuls, parce que je crois qu'Alberto Toscano m'a dit tout à l'heure qu'il était pour le Real aussi. Mais bon. En Espagne. Ah oui, en Espagne. Non, mais sportivement parlant, c'est un Ballon d'Or tout à fait mérité pour un joueur qui, dans sa carrière, a mis plus de 400 buts, que ça soit avec... Pas un carton rouge. Un carton rouge, jamais expulsé donc. Plus de 400 buts, il a gagné 5 Champions League, la Ligue des Nations avec la France, mais qui a été formé en Espagne. Et ça, on l'oublie souvent. Il est arrivé en Espagne avec 21-22 ans de Lyon. Et autant depuis dire 2009, la vieillesse pour un joueur depuis de football, 2009, et il est en Espagne, il a été formé là-bas. Donc, sportivement parlant, c'était l'année Benzema, tout le monde était d'accord. Même Mané, qui était le deuxième du Ballon d'Or, avait déclaré avant la cérémonie: si je dois voter pour quelqu'un, ça serait pour Benzema, parce qu'il le mérite. Parmi nous tous, c'est lui qui le mérite le plus. Ce qui est sympa avec lui aussi, je trouve personnellement, c'est qu'il a mis du temps à vraiment... je veux dire, il a très très longtemps été dans l'ombre de Ronaldo. Et vraiment, c'était qu'avec le départ de Ronaldo, de Real Madrid, que Benzema a vraiment pu... A éclos. Oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, donc je te le dis tout de suite, parce que voilà. Ouais, c'est dans quelques minutes avec Eric Silvestro. Alberto. Magnifique joueur, il gagne ce prix. Je voudrais bien le voir jouer au Milan AC, mais j'ai pas d'espoir. Vous n'avez pas d'espoir, Birgit? Vous avez un commentaire à faire sur le ballon? Derrière. Je viens d'un grand pays de foot, mais malheureusement, je n'ai rien à rajouter. Moi, j'ai quand même une petite question à vous poser, parce que il y a quand même dans les
3 critères d'attribution d'un ballon d'or. Il y a la classe du joueur et son sens du fair play. Alors, bon, Karim Benzema, il a été irréprochable sur le terrain. Meilleur joueur de la saison 2021-2022. Vous l'avez dit, Juan Rosé. Mais enfin, il a quand même été au cœur de plusieurs polémiques lors de sa carrière, à commencer par l'affaire de la sextape, pour laquelle il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, après 7 ans de procédure. Alors, bon, oui, ballon d'or quand même. Il n'y a pas d'exemplarité d'un joueur. Alors ici, tous les foot d'RTL, je ne dis pas, j'y ai passé la journée, m'ont dit, mais enfin, tu peux pas dire ça, c'est vraiment, sportivement, c'est le meilleur, etc. Mais est-ce qu'on doit séparer le joueur de l'homme, alors? On le sépare tout le temps. On le sépare, c'est la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était indiscutablement et sportivement parlant le meilleur, celui qui devait le gagner. Alors, il n'a été condamné qu'une seule fois à cause de la sextape, puisque les autres affaires, il a été acquitté, donc il n'est pas du tout coupable. C'est logique que des gens se posent la question, mais vous savez que dans le monde du sport, on a tendance à oublier tout ce qui n'est pas sport. Et donc, on reste sur le fait que c'est le meilleur joueur. Alberto me fusille du regard. Le discours est très sérieux et il doit être pris comme tel. Et ça vaut aussi pour le monde de l'art, ça vaut aussi pour le monde de la littérature. Et il y a eu des polémiques même récemment et au sujet de personnages du monde de la littérature et de leurs déclarations qui ont été faites à d'autres époques. Enfin, Caravage a été condamné pour assassinat. Ah oui, mais alors là, on va pas repartir, c'est vrai. Alors, on va distinguer l'homme de l'artiste. Je ne dis pas que Benzema est le Caravage du football. D'ailleurs, il n'a tué personne, heureusement. On va mettre le petit son parce qu'il... le discours de faire la part des choses entre l'artiste et son œuvre, ou le champion, et l'homme. Alors, allons-y. Boris, qu'est-ce qu'il a dit, Benzema, quand il a reçu ce ballon? Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. C'est quoi le ballon d'or du peuple, c'est pas mal, le ballon d'or du peuple. C'est-à-dire qu'on est en train encore de débattre pour essayer de comprendre cette phrase. Ah, d'accord. Non, mais sincèrement, on a fait des débats autour de cette phrase. Non, à mon avis, il annonce sa candidature aux élections présidentielles. Pour le Milan AC. Non, aux élections présidentielles. Le ballon d'or du peuple, ça veut dire qu'il va entrer à l'Élysée. Il se présente. C'est un bel exemple de l'éloquence du footballeur. Merci John. Merci à tous les 4. Birgit, on a encore un petit mot pour vous, signé Louis de Funès. Voilà, avec cet accent merveilleux. On va tous vous tout pardonner. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Vous pouvez retrouver l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Vous passez un très très bon week-end sur RTL. Dans un instant, RTL Foot avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Victor Porchet. Merci. RTL.